Bonsoir, merci d'être à nouveau nombreux à regarder ce programme. C'est Face à l'actu. Face à l'actu avec l'invité, évidemment, on revient en analyse et en commentaire sur l'actualité de la semaine, l'actualité marquante telle que appréciée par les reportages de la rédaction de STV. On en aura certainement un certain nombre ce soir. On parlera par exemple de ces résultats des élections régionales dont on a vu l'issue, ou du moins en termes de résultats cette semaine, aussi bien à Douala qu'à Yaoundé et dans les autres régions du Cameroun. Les premiers élus sous réserve évidemment du contentieux post-électoral. Les élus donc sont connus pour ces élections régionales-là. Et puis le 22 décembre prochain, on en aura terminé définitivement avec l'élection des exécutifs régionaux. On va commenter tout cela ce soir avec notre invité. Mais on parlera également de la clôture de la session parlementaire de cette année 2020, du moins de ce mois de décembre, mais dont l'impact, on le sait, a été l'adoption du budget de la nouvelle année, l'année 2021, dont on verra quelques aspects. On a également pu vivre cette semaine la libération du professeur Maurice Kamto. Libération, on peut le dire ainsi, vous le savez, la Soldatex, quelques gendarmes et policiers avaient encerclé le domicile du président national du MRC. Et depuis cette semaine, c'est une levée de barrière à laquelle on a assisté tout autour. On aura d'autres reportages, par exemple la formation de quelques éléments de l'École internationale des forces et de sécurité, la célébration de la Journée internationale de liberté et aussi la question de l'hémodialyse avec une réaction du ministre de la Santé. Cette semaine, l'invité est nouvellement élu au Conseil régional du littoral. Il est avocat au barreau du Cameroun et nous fait l'amitié ce soir de venir analyser et commenter les faits de cette semaine. Maître Félix Djangué, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être là ce soir. Avec vous, évidemment, on va en parler. Je veux dire, comment on se sent lorsque on est nouvellement élu? Et la question est d'autant plus fort à propos que c'est la première élection pour le Conseil régional au Cameroun. Vous êtes cette première promotion, on peut le dire comme ça. Un ressenti particulier, spécial? Disons d'abord que c'est un sentiment de fierté, de joie, parce que on estime que c'est l'aboutissement d'un long travail. Et aussi, on se dit qu'on est parmi les pionniers, les premiers d'une certaine mandature. En même temps, on a de la pression. On se dit, est-ce qu'on aura les épaules pour satisfaire les populations? Parce que c'est ça l'intérêt. Donc voilà à peu près ce qui m'anime, moi, en ce moment. Évidemment, vous êtes sans ignorer que c'est une structure dans le mécanisme démocratique, dans le mécanisme de la décentralisation qui est très attendu depuis pratiquement 1996. C'est une forme d'espoir pour les pouvoirs publics qui estiment que la décentralisation est le chemin du développement, mais aussi une forme, un regard un peu réservé de l'opposition qui se dit, malgré ces conseils régionaux, c'est pas sûr. Avez-vous le sentiment qu'au regard un peu de tous ces conseillers régionaux, au-delà de vous, votre personne, qui ont été élus, avez-vous le sentiment que ces messieurs-là ont les épaules suffisamment larges pour relever le défi qui les attend? Vous savez que pour arriver à une élection pareille, qui est d'ailleurs une élection indirecte, il faut passer par les investitures. Ça veut dire qu'il y a des profils qui sont recherchés. Et je puis vous dire que, bon, je n'étais pas dans d'autres régions, mais on a pu avoir quand même la liste de certains. On a vu qu'il y avait des profils, des personnes qui ont montré qu'elles avaient des compétences dans des domaines divers. Donc oui, de ce point de vue, je pense que ceux qui vont constituer les conseils régionaux des différentes régions au Cameroun ont les épaules pour cela. Mais il faut quand même noter qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudra mettre en place. Ça veut dire qu'au départ, on va certainement solliciter une certaine tolérance auprès de nos populations parce que c'est une mandature à nul autre pareil. On n'a jamais vu. Il n'y a pas l'expérience, il n'y a pas l'empirisme. Ce n'est pas comme si on était conseiller municipaux. On vient, on trouve qu'il y a déjà des écrits, il y a des méthodes qui sont faites, il y a des éléments de cadrage qu'on peut... Donc là, on va essayer d'implémenter
Et là, de ce point de vue, effectivement, on aura quand même quelques difficultés. Je pense même que même les pouvoirs publics appréhendent même aussi un peu cela, parce qu'il y a des tests qui doivent arriver, il y en a qui sont là, il faut les comprendre, il faudra arbitrer, ainsi de suite. Il faudra même envisager la collaboration entre le conseil régional et les autres collectivités territoriales décentralisées. Donc je veux dire que oui, il y a les épaules pour ça, je pense, oui, mais on appréhende un peu parce qu'on se demande comment on va implémenter. D'accord. Le sujet comprend donc les deux premiers reportages qui reviennent un peu sur les sciences, au cours desquelles, dans les différentes cours, tout au moins pour ce qui est du littoral et du centre, au cours desquels les résultats ont été annoncés au public. D'abord, le premier reportage nous mène ici à Douala, sous la plume de Lady Makeda. C'est dans cette salle des audiences de la Cour d'appel du littoral à Douala que s'est déroulée ce mardi 8 décembre la cérémonie de proclamation des résultats des élections des conseillers régionaux qui se sont tenues le 6 décembre dernier. Sur les 4 circonscriptions concernées, la Commission régionale de supervision des élections s'est basée sur plusieurs facteurs pour rendre son verdict. La Commission a décidé de se référer à la résolution numéro 040 AR-CE du 2 octobre 2020 portant publication des listes des candidats acceptés en vue de suppléer à l'absence de la mention des listes des candidats du commandement traditionnel pour la circonscription du Bouri. 4. La Commission a procédé au calcul de la moyenne d'âge pour départager les listes en compétition dans la circonscription du CAM, dans la catégorie du commandement traditionnel, soit liste DIMO 94 pour une moyenne d'âge de 62 ans, liste Bengal 94 pour une moyenne d'âge de 57 ans. À l'issue des élections, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC remporte tous les sièges en lice dans le littoral. C'est un sentiment de fierté. Faire partie de cette première cuvée est quelque chose d'exceptionnel. Et nous pensons que nous apporterons du nouveau, nous permettrons à notre région de se développer, à nos localités intrinsèques de le faire également. Donc la grosse bataille maintenant, c'est de travailler ensemble et faire en sorte que la région puisse évoluer. Un sentiment de satisfaction, un sentiment surtout de travail bien fait. Nous travaillons pour ces populations du CAM et depuis, n'est-ce pas, la moitié de notre carrière professionnelle. Nous avons tout donné, nous sommes en même temps acteurs et auteurs du développement et nous allons continuer à le faire, nous allons continuer à encadrer nos populations en tant que chef traditionnel et en tant que leader. On a quand même déployé nos efforts sur le terrain, c'est pour ça que nous adressons nos remerciements à nos électeurs qui ont voulu nous faire confiance afin de marquer cette page de l'histoire de notre pays pour qu'enfin on clôture la structure de la centralisation par nos équipes. Vous avez pu constater, c'est vraiment un vote de qualité qu'il y a pu avoir. Nous attendions du 100%, mais nous avons eu beaucoup plus que 100%. Nous nous sommes retrouvés à prendre des voix de candidats de partis opposants. Ce qui nous légitime en fait une accession au niveau du conseil régional qui nous permettra de nous donner vraiment des pleins pouvoirs afin de pouvoir améliorer les conditions de vie locales. Pour ces premières élections régionales dans la région du littoral, il y a eu 995 électeurs, 963 votants, 10 bulletins nuls et 944 suffrages valablement exprimés. Du côté des chefs traditionnels, il y a eu 848 électeurs, 810 votants, 12 bulletins nuls et 798 suffrages valablement exprimés. Exercice identique dans la région du centre où les nouveaux conseillers régionaux ont pu voir la proclamation des résultats. C'était également cette semaine, mardi dernier, évidemment, sous réserve de tout ce qui peut faire être comme contentieux post-électoral. À Yaoundé également, nos reporters ont suivi les détails. Dans la région du centre, 9 partis politiques en lice pour ces élections des conseillers régionaux. L'on enregistre 70 élus dans la catégorie des délégués des départements. Sans surprise, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC est vainqueur avec une écrasante majorité dans 9 des 10 conseils régionaux. Le parti au pouvoir élargit surtout sa base géographique en pays Bassa au détriment du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN qui enregistre un véritable fiasco.
Nous allons tout faire pour mériter la confiance des grands électeurs d'Union Ekele qui ont bien voulu nous donner, confier la mission d'aller siéger à la commission régionale pour essayer par tous les moyens de faire en sorte que notre département finisse par sortir de sa torpeur, de sa dormance. Dans le camp du FDC, l'on prend acte des résultats publiés par la commission régionale de supervision du centre. Nous, au niveau du FDC, nous pensons que pour un parti qui a 2 ans, pour un parti qui avait uniquement un seul conseiller municipal et qui est allé dans des fiefs, comme certains ont l'habitude de le dire, le Fundi, le Nyongeso et la Lekié, et a pu arracher 15 voix, je pense qu'il y a lieu de se féliciter. Et il y a lieu de croire que même au sein du RDPC, il y a des gens qui aspirent à un véritable changement. Du côté du commandement traditionnel, l'on enregistre 20 élus. Ces derniers se félicitent de leur bonne campagne électorale avec l'appui du président de la République. Par ailleurs, voici le message adressé à certains caciques du RDPC et autres élites de la région du centre qui ont tenté de jouer la carte de l'ingérence lors de ces élections. Ce que je leur dis, c'est que désormais, le chef a fait prévaloir sa dignité. Au-delà des moyens mis à leur disposition de manière malhonnête, nous pensons que le chef est conscient du devoir qu'il attend. Nous leur disons tout simplement d'encadrer plutôt les chefs traditionnels au lieu de les amener à se battre. Nous sommes unis. D'ailleurs, vous avez vu nos adversaires dans la salle tout à l'heure. Nous sommes ensemble, on s'écrit et on cause, on s'embrasse. C'est pour dire à cela que nous sommes condamnés à vivre ensemble parce que nous sommes frères. Parce que nous sommes chefs, le chef doit être digne et respectueux. Pour sa part, Elections Cameroun se satisfait de l'organisation matérielle de ce scrutin des conseillers régionaux sur l'ensemble du triangle national. Voici présenter la suite du programme tel que le prévoit le code électoral. Naturellement, c'est la mise en place de l'institution issue des urnes. En l'occurrence, le conseil régional qui va certainement avoir sa première session ordinaire de plein droit. Le deuxième mardi après la proclamation des résultats, le 22 décembre prochain. À cette session, le bureau, n'est-ce pas, de l'exécutif régional va être mis en place, choisi par les pairs. Rappelons que ces élections régionales sont une avancée dans la décentralisation au Cameroun. Je veux dire, quand on regarde, c'est sans surprise d'abord que le RDPC, évidemment, est majoritaire dans les conseils régionaux, sur l'étendue du territoire. Cette obésité, vous dites, ce serait pour faciliter la tâche à ce nouveau-né, dans ce sens qu'il n'y aurait pas forcément de contestations ou alors d'autres idéologies, des idéologies différentes au sein des conseils, ou alors à quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'il faut simplement construire à partir de la contestation? Je ne pense pas. C'est vrai que beaucoup de Camerounais auraient souhaité qu'il y ait un visage multiforme des différents conseils régionaux, mais je tiens quand même à rappeler que dans certaines régions du Nord, nous avons d'autres colorations politiques. Absolument, voilà, donc je dis que, dans certaines régions aussi, et nous avons été challengés, le RDPC a été challengé par certaines formations politiques, même si cela n'a pas marché pour elle. Ce qu'il faut retenir par contre, moi je pense, le reportage nous a un peu édifié, ce qu'il faut retenir c'est que vous avez vu que ce que vous avez appelé contestation est d'abord venu des chefs traditionnels. Ça, les gens laissent passer ça sous silence, mais c'est un élément de démocratie extraordinaire. Parce que, pour une fois, on voit des chefs qui vont à une élection, mais avec des listes différentes. Vous avez dû remarquer ça. N'est-ce pas aussi pour fragiliser? Non, c'est ça d'abord la démocratie. C'est pour dire, parce que vous imaginez que ces chefs-là sont tous des auxiliaires d'administration. Si l'État avait vraiment la même mise, comme les gens le pensent, je pense qu'il serait allé avec une seule liste. Absolument. Ils sont allés avec des listes et je peux vous dire que peut-être qu'on aura même du contentieux. Peut-être qu'on aura. On a pris le cas, par exemple, de Yabassi, où il y a eu 2 listes qui sont arrivées à égalité. Il a fallu départager par un mécanisme de droit, avec regarder les candidats les plus âgés. Mais je veux dire qu'ils peuvent aller en contentieux. Donc pour moi, je dis que ce n'est pas des choses qu'on doit laisser passer sous silence parce qu'elles sont quand même assez importantes. Le conseil régional a une
vocation, c'est de ramener davantage de bien-être, de mieux-être aux populations. Et dites-vous bien que même si on a la majorité, vous l'appelez majorité obèse, mais non, elle est simplement issue de ce que pendant les élections municipales, nous avons eu la majorité des conseillers municipaux. Nous avons challengé d'autres partis. Il y en a qui n'ont pas voulu participer à cette élection. Je pense d'ailleurs à tort, parce que ayant fait la lecture que plus tard, ce système de grands électeurs qui va contribuer à désigner les conseillers régionaux, ils auraient dû prendre part à cette élection. Donc, ce que vous appelez majorité obèse, je dis, bon, pour moi, cette majorité nous a permis aujourd'hui d'être confortables au sein des conseils régionaux, mais il faut bien vous dire que nous sommes tous des Camerounais. Ce n'est pas parce que je suis du RDPC que si nous avons une délibération, je ne vais pas donner un point de vue, je vais le donner respectueusement pour dire voilà ce que je pense qu'on peut faire en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de culture, en matière de sport, ainsi de suite. Et je crois que c'est d'ailleurs ce qui se fait même à l'Assemblée. Vous devez savoir qu'à l'Assemblée, il y a parfois des voix qui s'élèvent entre les députés du même parti, du RDPC. Donc, il ne faut pas forcément qu'il y ait de la contestation qui vient de l'extérieur. Même en interne, parfois, on essaie de construire. Mais que dites-vous donc à tous ceux-là qui se disent, ou alors qui ont exprimé un certain pessimisme derrière l'annonce de la mise en œuvre de ces conseils régionaux, sachant évidemment que l'enjeu ici, c'est davantage le développement. D'ailleurs, on parle d'une nouvelle stratégie nationale de développement en 2030. L'enjeu également, c'est l'apaisement en termes de résolution des différentes crises, notamment sociopolitiques et sécuritaires. On sait que les CDT, comment ça s'appelle, les commissions territoriales décentralisées, les collectivités territoriales décentralisées, merci, d'une part, vont bien avec le statut spécial qu'on a accordé au nord-ouest et au sud-ouest. Dans ce pessimisme qu'expriment certains, quelle est la réponse qu'on peut leur donner aujourd'hui pour dire, essayer d'observer et puis on voit les résultats après? Oui, je pense qu'il fallait commencer quelque part. Nous attendions ces régions depuis 1996. Je pense qu'il fallait bien commencer quelque part. Et aujourd'hui, nous l'avons. On ne peut pas rester encore sur du négativisme. On ne peut pas se dire que les choses ne vont pas changer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que beaucoup aussi sont un peu, je ne dirais pas ignorants, mais il y a de la méconnaissance des tests qui sont là. Il y a la méconnaissance des tests. Parce que quand on lit très bien le cours général qui est arrivé, qui est un peu le recueil d'un ensemble de tests sur la décentralisation, on voit bien qu'il y a beaucoup d'avancées. Ouais. Bon, maintenant, il y en a qui ont pensé que la décentralisation veut dire qu'on va supprimer, par exemple, les préfets, on va supprimer, par exemple, les gouverneurs. Donc, il y a cette méconnaissance-là. Or, ce qu'on essaie d'expliquer aux Camerounais, c'est que non, on ne va pas les supprimer, on va plutôt collaborer avec eux. Et dans des domaines bien précis. Donc, alors, la troisième chose également, c'est qu'il y en a qui doutent, effectivement, que l'État puisse... être à la hauteur. Non, laisser même d'abord la liberté d'administrer les régions. Absolument. Il y en a qui doutent. Donc, quelles que soient dans les raisons on peut avancer. Je me dis, on ne peut pas encore préjuger de ce qui va se passer demain. Au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme raison avancée, on ne peut pas préjuger que la mise sur pied des régions n'est qu'une sinécure. Il faut qu'on laisse les Camerounais d'aujourd'hui travailler. Et ce n'est pas une affaire seulement des conseillers régionaux. Je peux vous dire que si les Camerounais sont intéressés, qu'ils lisent bien le test, aujourd'hui, il faut un nouveau citoyen. Il faut que même le simple citoyen, celui qui fait du bail en selle au quartier, celui qui est dans l'informel, il faut que désormais, parce que le test le consacre, il faut que désormais il s'intéresse au développement de sa région. Absolument. Il en a les moyens, il en a la possibilité, la loi le lui permet. Et ce n'est que comme ça que les choses vont changer. Parlons donc d'autres choses, parlons budget. Je pourrais même dire que ça va de pair, parce qu'on sait que ce budget consacre environ 15% des ressources diminuées de toutes les charges pour les collectivités territoriales décentralisées. D'ailleurs, le budget a été effectivement adopté au cours de la session parlementaire qui vient de s'achever. Un budget d'un peu plus de 4 865 milliards de francs CFA qui a donc été adopté à la demande évidemment du gouvernement.
Et voici le résumé que l'on peut en faire dans le reportage d'Olivier Bousseke. Au terme de la 3e session ordinaire de l'année législative 2020, le bilan des 30 jours passés à l'hémicycle est assez dense. Au moins 7 projets de textes ont été examinés, puis votés par les députés, dont la loi de finances portant budget de la République du Cameroun pour l'exercice 2021. Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 865 milliards de francs CFA, basé sur une prévision de croissance de 3,3% selon le gouvernement. Pour le président de l'Auguste Chambre, l'heure n'est plus aux simples prévisions. Mon souhait est de voir les recommandations ainsi de chacune de ces rencontres bénéficier d'un suivi effectif pour une réelle implantation au profit de nos compatriotes. Cette session a également été marquée par une abondante activité extra-parlementaire à travers les réseaux dont les activités portaient sur des thématiques variées. Aussi, il faut noter que c'est une session qui s'est tenue au moment où le Cameroun marque un pas en avant vers la mise en œuvre effective de la décentralisation à travers les élections régionales du 6 décembre dernier. Au nom de la représentation nationale, je voudrais saluer la maturité du peuple camerounais en général, celle des membres des collèges électoraux en particulier. Ils n'ont pas cédé face aux menaces et aux appels au boycott de certaines formations politiques en quête de notoriété. Au lieu d'avouer leur incompétence à affronter les urnes, ces formations se sont plutôt abîmées dans de l'agitation. Kavaye Djibril, donc, dans le discours de clôture de cette session parlementaire, vous dites que ce budget est à la hauteur des enjeux. D'abord, il y a la question de la croissance. On espérait, il y a quelques années, atteindre au moins les 5-8%. On en est à 3% d'espérance. Et puis, il y a, comme on l'a dit, la relance au lendemain d'une période, on n'en est peut-être pas encore sorti, marquée par la pandémie Covid-19. 4 865 milliards, on peut y aller? Je pense qu'on peut y aller, mais ce n'est pas suffisant. Je tiens quand même à revenir un peu comme ça de mémoire pour qu'on comprenne d'où vient ce budget-là. Déjà, depuis 2018, le président de la République avait institué 2 lois. Il y a 2 lois qui avaient intervenu. La loi sur le régime financier de l'État et également la loi sur la bonne gouvernance. Et les 2 lois, lorsqu'on les combinait, faisaient ressortir une pratique, un rituel qui imposait désormais qu'il y ait un débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée. Ça veut dire que le gouvernement préparait un document qu'il envoyait au mois de juillet, c'est prévu pour le mois de juillet de chaque année, qu'il envoyait au Parlement pour que le Parlement prenne déjà la mesure de ce que serait le projet budgétaire, la loi de finances. Et dans ce document-là, qui appelait le débat, ce qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire, dans ce document-là, il y avait déjà des actes prioritaires. Et quand on lit également la loi de finances aujourd'hui, dans sa mouture telle qu'on la connaît, on retrouve déjà, donc ce n'est pas une surprise, même en termes de chiffres, parce il y a des questions qui ont été soulevées, par exemple, comme je peux citer la question, par exemple, des chantiers, la poursuite des chantiers, de la CHAN et de la CAN. Il y a la question de la pandémie, l'impact de la pandémie sur le socio-économique. Il y a la question de la santé, la couverture de santé universelle. Il y a des questions comme ça qui ont été déjà soulevées et qui reflètent ce que c'est que ce budget aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'il est suffisant. On aurait espéré mieux parce qu'effectivement, on sait très bien, le ministre l'a dit, que tous les pays vivent dans une contraction de l'activité économique. C'est un mot gentil, mais pour dire qu'on est vraiment en crise. On a été impacté par la maladie. Tous les pays d'ailleurs. Donc ce n'est pas seulement il a utilisé un mot très gentil, mais je veux dire qu'il y a la crise, Donc le budget, il reflète un peu la situation économique que nous vivons aujourd'hui. Mais il est ambitieux parce que, regardez, il y a des éléments qui sont faits sur 3 ans, jusqu'en 2023.
Ça veut dire qu'on va aller, on va vérifier à partir de l'année prochaine s'il y a eu la progression. On a des recettes qu'on attend, on verra, elles sont douanières. Il y a des allègements qui ont été initiés, notamment au niveau des produits. Il y a certains produits qui ont été frappés d'exonération. On va voir comment ça va impacter avec la production locale, ainsi de suite. Donc il y a ce type d'axes qui ont été menés et qui reflètent ici, qui sont reflétés ici dans le projet de loi de finances. Pour moi, il n'est pas suffisant, mais il permet quand même de résorber un peu la crise que nous vivons en ce moment. D'accord. Parlons politique intérieure avec cette levée de blocus. On l'a dit, observé mardi dernier autour du domicile du professeur Maurice Kamto. Ceci intervient un peu plus de 2 mois. Vous le savez, au lendemain de l'annonce de la marche du 22 septembre 2020, marche à laquelle Maurice Kamto invitait les Camerounais à se mobiliser pour imposer un nouveau code électoral et de nouvelles négociations pour la résorption de la crise anglophone. Alors les forces de sécurité, les forces de l'ordre s'étaient mobilisées autour de son domicile. Reportage à Yaoundé. Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, bientôt libre de ses mouvements? La réponse à cette question est oui. Dans un communiqué rendu public par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, Estivie apprend que les instructions en provenance des Toudi ont été données pour la démobilisation des forces de gendarmerie et police présentes devant la maison du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'on précise par ailleurs que ces policiers et gendarmes doivent quitter devant le domicile de l'homme politique. Ceci sous ordre de la très haute hiérarchie. Cette levée du dispositif sécuritaire est d'ailleurs au menu d'une réunion de sécurité à la présidence de la République il y a quelques semaines. L'on apprend alors que c'est pendant cette réunion que la décision est prise de lever le dispositif sécuritaire devant son domicile après les élections régionales. Maurice Kamto pourrait donc être libre. Pour mémoire, c'est depuis le 21 septembre 2020 que le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun est en résidence surveillée à Yaoundé. Cette mise en résidence intervient après l'appel de l'homme politique qui invite le peuple camerounais à descendre massivement dans les rues le 22 septembre 2020 pour dénoncer la tenue des élections dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Kamto a clairement dit pendant cette période que l'organisation d'une élection régionale sans la pacification des régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun entraînerait l'organisation des marches pacifiques pour demander le départ de Paul Biya des Toudi, le palais du peuple camerounais. Une réaction? C'est une information qu'on attendait depuis. Vous aussi? Comme tout Camerounais d'ailleurs, parce que c'est une situation qui préoccupait tous les Camerounais. Il faut rappeler que M. Kamto a subi cette assignation à la suite de certains propos qu'il a tenus. Je ne suis pas au gouvernement, je n'ai pas le secret défense, mais certainement il y avait des informations qui ont justifié que le gouvernement prenne une telle décision à son encontre. Peut-être qu'aujourd'hui, le gouvernement a certainement estimé, je pense aussi avec l'apaisement qu'il y a eu, la façon dont les élections ont été organisées, il n'y a pas eu de couac, il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a pas eu de... en fait, on n'a pas pu vivre certaines oppositions qu'on espérait avoir de la part de certains citoyens. Donc je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement a estimé certainement que c'est une mesure qu'il fallait lever et le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire. Même si l'opposition dans son ensemble, le MRC en particulier, continue de crier à la violation des droits des citoyens, la violation des libertés, liberté de manifester, liberté souvent d'expression. Non, ça n'a rien à voir. Et dans tous les pays du monde entier, il y a des questions de liberté qui se posent. Dans tous les pays du monde entier, je veux dire qu'on n'est pas un pays extraordinaire. Nous-mêmes, en tant que militants et même de par notre profession, tous les jours, on rappelle un certain nombre de principes à respecter. Et parfois, l'État est sensible, parfois, il réagit aussi lentement. Je veux dire que ça, c'est
Et le MSC dans son rôle, effectivement, de décrire un certain nombre de... Je ne pense pas que le gouvernement soit un gouvernement, comment dire ça, liberticide, dans l'absolu. Dans l'absolu, je ne pense pas. Le MSC dans son rôle. Et si... il y a eu déjà, je crois qu'il y a des reportages ici, là où ils ont dit à dénoncer certaines choses, le gouvernement a pris acte. Donc je pense que c'est pas... Il n'y a rien de nouveau là. Mais vous ne voyez pas comme certains une volonté d'affaiblir, d'amoindrir, voire peut-être de vivre la disparition de ce parti-là? Moi, je n'ai pas encore cette lecture. Je n'ai pas encore cette lecture parce que, d'abord, je ne suis pas membre de ce parti. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils décident par rapport à leurs orientations. Ils sont pas allés aux élections il y a quelques temps. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc, je veux dire qu'ils ont certainement une politique, mais que je ne connais pas. Ce que j'aurais souhaité, comme tout citoyen, je sais qu'à un moment, j'étais quand même très en vue, j'aurais souhaité qu'ils fassent l'expérience, une fois de plus, de l'élection passée, l'élection législative et municipale, par exemple, qu'ils fassent l'expérience. Peut-être que ça aurait grandi ce parti-là. Bon, ils sont restés sur leur ligne, je ne sais pas quelle est laquelle, mais je me dis qu'il faut respecter aussi leurs orientations. Ce sont des Camerounais comme nous. Ils ont certainement leur façon de faire la politique. D'accord. Dans la perspective, vous finissez peut-être avec ce volet. Dans la perspective, comment voyez-vous le MRC dans 2, 3, 4, 5 ans? Ben, il faut qu'ils viennent sur le terrain de... Un parti ne peut prendre l'ampleur. Regardez, par exemple, je ne vais pas faire la publicité, il y a l'autre parti de M. Cabral Libi qui essaie d'être à toutes les élections. Parce qu'il faut bien vous dire qu'une élection, ça grandit. Hein. Ça grandit énormément. Moi, je pense qu'il devrait aujourd'hui revenir sur le champ de la compétition électorale. Ça, c'est s'il fallait donner un avis. Et c'est là où ils vont certainement mûrir, ils vont maturer leur politique et certainement glaner un certain nombre de positions. Voilà, donc on va certainement retourner du côté de la réalisation pour prendre cet autre reportage qui va nous mener vers les forces, du moins cette formation organisée ici à Douala par l'École internationale de sécurité, l'EIFORCE, qui est venue dans les installations de la région du littoral davantage aguerrir ces éléments. Suivez plutôt. Une délégation de l'École internationale des forces de sécurité EIFORCE séjourne actuellement à Douala dans le littoral. Séjour qui s'inscrit dans le cadre de la mission d'études intérieures du 7e brevet d'études supérieures de sécurité. Ce jeudi 10 décembre, l'école poursuit la formation de ses apprenants ici, à la base navale. Est particulièrement concerné le bataillon d'intervention rapide BIR. Ce passage ici leur permet de confronter les connaissances théoriques apprises à l'école aux réalités du terrain. Et vous le savez, la force BIR occupe une place de choix dans le dispositif de sécurité et de défense de notre pays. C'est même un modèle, il faut le dire, en Afrique. Et il était bon que nos auditeurs qui viennent du Cameroun et des pays qui ont bien voulu nous confier la formation de leur cadre viennent nous voir ce qui se fait de bien ici. Et c'est un sentiment de satisfaction que nous avons, nous, les cadres, comme les apprenants de cette visite ici au BIR zone Douala. La formation actuelle est une formation de niveau stratégique qui fait partie de la mission de formation des cadres supérieurs de sécurité de l'École internationale des forces de sécurité. Question sécuritaire, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La question elle est simple. Maître Edjanguer, que faut-il de plus? Je veux dire que le gouvernement dit avoir donné et redonné encore. Il y a eu le grand dialogue national, il y a eu des mesures sur le plan du droit, vous êtes un avocat, il y a eu des mesures sur le plan de l'enseignement. Le gouvernement estime qu'en face, ce n'est pas toujours la même attente, la même attitude qu'on observe, une forme de blocage. Pendant ce temps, en face, effectivement, on estime que les mesures gouvernementales, en réalité, ne sont que de la farine aux yeux. Que faut-il de plus
pour véritablement retrouver de la sérénité dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest? Je ne pense pas avoir une réponse magique à cette question, qui est d'ailleurs une question très complexe. Je vais quand même essayer, je vais tenter de donner quelques éléments comme ça. Je vais quand même rappeler qu'il serait difficile d'avoir une réponse magique à une telle question. Mais je rappelle quand même que aujourd'hui, l'armée camerounaise a été dans tous les combats. Et de ces combats-là, elle a vu son image s'écorner pour certaines actions de ses membres. Je pense qu'une telle formation vient fort à propos, justement, certainement, pour donner un certain nombre d'outils, un certain nombre d'éléments au cadre de l'armée, pour mieux faire le travail sur le terrain. C'est ce que l'instructeur disait. Il fallait aujourd'hui que l'armée soit adaptée à son environnement. Et je crois que le BI a interpellé au premier plan. Maintenant, s'agissant de la solution à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, je pense que l'État a mis sur pied un certain nombre de vecteurs. Il y a eu le dialogue qui a été instauré, il y a la responsabilisation de l'armée, il y a les populations qui ont été approchées. Je pense qu'il y a également le plan de reconstruction de ces deux zones-là qui a été lancé il y a quelques temps, et avec un budget assez énorme. Je pense aussi qu'aujourd'hui, avec l'avènement des régions, les populations vont se sentir un peu plus intéressées. On va voir tout cela mis ensemble, on va voir tout cela et essayer d'espérer que les choses vont s'améliorer. Est-ce qu'il y a une solution magique? Je ne pense pas. L'État va continuer à faire son travail et les populations seront également aussi interpellées. Je pense qu'on verra d'ici l'année prochaine, on fera un peu un bilan de toutes ces actions que l'État est en train de mener, à savoir le plan de reconstruction, les régions, les populations qui sont interpellées, l'armée qui est davantage sollicitée en termes de responsabilisation. Bon, je pense que tout cela, on verra dès l'année prochaine comment ça va se faire. Mais dans le débat, notamment le débat politique autour de cette crise, on observe une véritable fracture sur les solutions qu'apporte le gouvernement, d'une part, et les réactions, les propositions des partis politiques de l'opposition qui estiment, ou du moins, dont on peut bien regarder que les approches de solutions sont... Est-ce que c'est facile? Moi, je ne pense pas que ce soit facile. Je ne souhaite même pas être à la place du gouvernement parce que je sais très bien qu'on a été tous informés qu'il y a des actions qui ont été menées, même de manière discrète, qui ont été menées auprès de certains leaders de ces zones-là, mais qui ont été vouées à l'échec. Donc je dis, il n'y a pas aucun parti ne peut avoir la prétention aujourd'hui d'avoir la solution à ce problème-là. Aujourd'hui, ce qu'il faut, et là où il faut encourager l'État, c'est qu'il faut qu'on travaille pour le développement de ces zones-là. Il faut qu'on fasse comprendre à nos frères et sœurs des zones du nord-ouest et du sud-ouest qu'ils sont des Camerounais comme tout le monde et qu'ils sont partout chez eux. Comme nous aussi, quand on va là-bas, on se sent chez nous. Donc ce vivre ensemble-là, il faut le reconstruire, il faut le consacrer davantage. Et il faut leur montrer qu'ils ont aussi le droit de réclamer. Ce n'est pas parce qu'ils réclament que forcément ils sont des parias. Parce qu'il y a eu cette idée qui a été avancée à un moment, on s'est dit que parce qu'ils comptaient, pourquoi ils ne contestent pas? Parce qu'on estimait que dans d'autres régions, il y a aussi les mêmes problèmes. Non, ce n'est pas parce qu'ils contestent qu'ils ne sont pas des Camerounais, ils sont les Camerounais comme tous les autres Camerounais. Il y a tout ce travail qui est fait par le gouvernement. Je ne pense pas que ça va... C'est aujourd'hui qu'on aura la solution. C'est aujourd'hui que la crise va s'arrêter. Certainement, d'ici quelques temps, on va avoir des avancées. Parce qu'il faut bien comprendre d'où est partie la querelle. Donc, si l'État est sensible à cela, les choses vont avancer, je pense. Je rappelle qu'il y a, dans le cadre de cette nouvelle loi sur les collectivités territoriales décentralisées, on parle davantage du statut spécial dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais on sait également que l'un des pôles précis du blocage, ce sont effectivement ces séparatistes-là, ou du moins ceux qui ont décidé de prendre les armes. Maître. C'est un groupuscule de personnes. Ils ne représentent pas les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Et on a pu identifier effectivement cela. Donc je me dis, l'armée, l'État saura quoi faire de cette catégorie de personnes-là. Mais pour l'essentiel, les autres Camerounais de cette zone-là attendent
beaucoup de choses, effectivement, de toutes les mesures qui sont prises. On peut critiquer les mesures, mais il faut même d'abord les vivre. Parce qu'on l'a érigé ces deux régions en région à statut spécial. Vous avez vu ce qu'il y a dans le contenu. Quand on regarde la loi, le Code général de la décentralisation, quand on voit les éléments qui constituent, vous allez par exemple, ils ont institué un personnage extraordinaire, hein, qui aujourd'hui est comme le médiateur de la République. Cette personne-là qui va recueillir désormais les réclamations des populations et qui va les arbitrer. Je veux dire qu'aujourd'hui, et on a vu le rôle qui a été donné par exemple aux chefs traditionnels. Donc tout ça, c'est parce qu'on essaie de rentrer dans leur environnement, dans leur culture. C'est des choses qui ne peuvent pas passer inaperçues au sein de ces populations-là et qui, de mon point de vue, peuvent être des éléments, des leviers. Vous parlez de solutions, qui peuvent être des leviers aujourd'hui. Parce que même ces séparatistes-là, si on leur explique très bien qu'ils peuvent intégrer tout cela, hein, et faire valoir leurs réclamations, je pense que ce discours pourrait passer. D'accord. Parlons à présent de la Journée internationale des droits de l'homme. Le REDAC, l'une des organisations non gouvernementales qui, au Cameroun et même dans l'Afrique centrale, en Afrique centrale, essaye de se pencher sur ces questions-là, à l'occasion de cette journée, tenue des travaux cette semaine, ici à Douala. Voyons tout cela. Covid-19, propos haineux en ligne et repli identitaire, quelle solution? La problématique est au menu du déjeuner débat organisé ce 9 décembre à Douala par le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, REDAC. Une rencontre de 2 jours qui se tient en marge de la 72e édition de la Journée internationale des droits de l'homme qui se célèbre le 10 décembre. Cette année, le thème retenu par les Nations Unies est « Reconstruire en mieux, défendons les droits de l'homme ». Le contexte camerounais, c'est comme si les Nations Unies ont choisi ce thème pour le Cameroun. Reconstruire mieux. Nous sommes aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, dans une situation très grave. Il faut qu'on reconstruise mieux. Et donc, pour nous, reconstruire mieux, c'est d'abord questionner quels sont les mots qui minent le Cameroun aujourd'hui. Nous savons qu'il y a des propos haineux, le repli identitaire, que ce soit en ligne, que ce soit sur les plateaux télé, entre les politiques, entre les Camerounais et entre eux-mêmes, n'est-ce pas, les universitaires. La deuxième chose, l'Union africaine a mis en place un programme « Faire taire les armes » en 2020. Et le programme est à la fin. Et aujourd'hui, en 2020, les armes tonnent plus que jamais en Afrique centrale et particulièrement aussi au Cameroun. D'où l'idée de réunir autour d'une même table les journalistes, les membres de la société civile et autres représentants du système judiciaire. Objectif avoué par le REDAC, réfléchir sur les solutions susceptibles de faire taire les armes et protéger les différents acteurs engagés dans la défense des droits de l'homme. Mais la question des droits de l'homme au Cameroun vous semble-t-elle particulièrement préoccupante? Elle est préoccupante. Pas particulièrement, elle est préoccupante. Fort de ce que nous vivons aujourd'hui, on a la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, elle est préoccupante. On a des violations des droits, humains dans les unités de police et de gendarmerie. Oui, elle est préoccupante. On en a même dans les tribunaux. Oui, elle est préoccupante. Je veux dire qu'elle n'est pas extraordinaire. C'est des situations préoccupantes, effectivement, et qui nous amène à craindre peut-être pour l'avenir des droits humains au Cameroun. Et je dis, aujourd'hui, ce type d'organisation est à encourager parce qu'elle est là pour rappeler effectivement qu'il y a quand même la loi et il faut la respecter. Quelles que soient les circonstances, il faut la respecter. Elle est là pour rappeler à nos soldats, pour rappeler à nos policiers, à nos gendarmes qui sont dans les enquêtes, pour rappeler à nos magistrats qu'effectivement, il y a la loi et il faut la respecter, quelles que soient les circonstances. Et je peux encourager ce genre d'initiative. Justement, dans le souci du respect de la loi, quels sont les leviers qu'on peut activer? Je veux dire que pour certains cas, que ce soit en criminel ou dans d'autres affaires, beaucoup estiment que le gouvernement a quand même mis assez mis sur la justice camerounaise. Vous parlez là tout à l'heure de l'inobservation des règles de droit dans certaines unités. Quels sont les leviers aujourd'hui qui peuvent définitivement ou alors améliorer la question de la gestion des droits de l'homme par les pouvoirs publics, notamment au Cameroun? Si on prend tous les critiques comme sur la tête de l'État, on n'aura jamais la solution. Il faut toujours se dire que c'est une question de personne. Là, je parle comme un avocat maintenant. C'est une question de personne.
Parce que l'État n'est jamais resté là-bas, Yaoundé a instruit un gendarme ici, au cours d'une enquête, de violer une loi. Jamais de la vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que le REDAC, parfois, ils ont eu à dénoncer un certain nombre de choses. Je dis que c'est d'abord un problème de gouvernance, un problème de responsabilité individuelle. Il faut que chaque Camerounais se dise aujourd'hui que ce que je fais subir à l'autre peut m'arriver demain. Il y a quelque temps, quand on disait qu'il fallait refaire les prisons, il y en a qui ne voyaient pas l'utilité. Aujourd'hui, qui se retrouvent dans les mêmes prisons, dans les conditions les plus exécrables. Donc il y a l'urgence, par exemple, de la construction d'une prison. Je veux dire qu'il y a autant de débats. Aujourd'hui, un gendarme qui est en enquête, qui viole la loi par rapport à un citoyen, demain, se retrouve en enquête, on peut lui faire subir la même chose. Donc il faut toujours se dire qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse ce que nous ne peut pas nous-mêmes accepter. Hein? Voilà. Donc je veux dire que la question des droits de l'homme aujourd'hui, ce n'est pas un problème seulement de l'État du Cameroun. Ce n'est pas un problème du gouvernement camerounais. C'est un problème individuel. Il faut que les Camerounais, chacun à son niveau, fasse son travail. Quand la loi dit qu'il faut garder à vue pendant un certain nombre de temps et après libérer, il faut le faire. Quand elle dit que quand on est gardé à vue, il faut qu'on puisse bénéficier des visites médicales, ainsi de suite, il faut le faire. Parce que c'est les choses les plus élémentaires. C'est ça qui fait l'état de droit. D'accord. Parlons santé. Cette question de l'hémodialyse, vous le savez, on a pu observer un certain nombre de décès, notamment dans la région de l'Est et du côté du Nord. Et le ministre de la Santé publique, de passage à l'Assemblée nationale cette semaine, a évoqué la question au micro de nos reporters à Yaoundé. En 2020, 15 patients sur 22 ont perdu la vie faute de soins au centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Bertois. 20 autres patients sont décédés pour les mêmes raisons au centre de l'hôpital régional de Marois, suscitant l'indignation et les mouvements d'humeur de certains patients, comme c'était le cas il y a quelques mois au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Interrogé sur la question, le ministre de la Santé publique relève quelques défaillances techniques. Les centres d'hémodialyse de Bertois et de Marois ont quelques problèmes, notamment les problèmes de la salle d'eau. Au moment où nous faisions les essais, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un appareil qui est défectueux. Bertois est en train d'être rénové aussi, mais de manière structurelle, nous voulons résoudre ce problème. Les kits d'hémodialyse, quelquefois en rupture dans les centres d'hémodialyse, ont été commandés par le ministère de la Santé publique, a-t-on appris. Nous avons donc fait venir Fresenius, qui est la maison mère, qui fabrique les kits pour nos machines. Donc nous l'avons fait venir. Il sera au Cameroun autour du 13 à 15 décembre. Nous discuterons directement avec Fresenius pour que Fresenius puisse disponibiliser à travers sa représentation au niveau de Yaoundé les kits dans notre pays pour qu'enfin nous puissions résoudre de manière structurelle et de manière définitive ces problèmes d'hémodialyse. Sauf que, en attendant, les patients d'insuffisance rénale désespèrent chaque jour qui passe, d'où l'urgence d'équiper les centres d'hémodialyse, s'alarment les parlementaires. Nous avons instruit nos services pour que les maintenances se fassent de manière préventive, notamment chaque mois, chaque 3 mois, pour que nous n'ayons plus à arriver à une cessation ou alors une rupture de service à ce niveau-là, quand on sait quelle est la situation. Au cours de ces échanges, le membre du gouvernement révèle aux parlementaires que des dispositions sont prises d'une manière générale pour améliorer la qualité des infrastructures de santé dans les hôpitaux camerounais. L'homme de la santé est plus proche du sport. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, a parcouru les stades de la capitale politique cette semaine à Yaoundé. Pour Joseph Diongouté, il était question de s'assurer qu'effectivement le Cameroun est en capacité d'accueillir tout au moins dans les prochains jours le CHAN, le championnat africain des nations. Avec vous, maître, finalement, ce nuage se dissipe. Je veux dire que le Cameroun a connu un glissement en termes d'organisation de la CAN. Il y a eu des grincements dedans à l'approche du CHAN. Aujourd'hui, la Confédération africaine de football a confirmé l'organisation de cette compétition au Cameroun. Vous dites tout est bien qui finit bien. Permettez-moi de revenir d'abord sur le reportage sur la question de la santé. D'accord. Parce qu'il y a quand même 8 morts d'hommes. Hein.
On ne va pas passer ça sous silence comme ça. Le ministre a certainement donné des explications, mais je précise que ce n'est pas la première fois que des Camerounais décèdent, des Camerounais souffrant de traitements décèdent dans ces conditions-là. Il y a quelques années, sous l'ancien ministre, il y a effectivement eu des décès comme ça. Et ça revient pour la deuxième fois. Donc je pense qu'il faut que l'État soit sensible à ce genre. Il faut un peu plus d'humanisme encore au niveau de la question de la santé. D'accord. Il faudrait que, parce que on a tous, ça craint pour tous les Camerounais, on craint effectivement que demain on puisse être malade et ne pas avoir des soins dans nos hôpitaux. Donc il faut que l'État, je veux dire que les engagements que le ministre a pris devant les parlementaires, il faut qu'ils tiennent à ces engagements-là, il faut qu'on structure vraiment le milieu de la santé. Revenons maintenant à la question sur l'organisation de la CHAN. Je pense que la CAF, la dernière inspection de la CAF, je crois en octobre dernier, a indiqué que nous étions prêts, nous avions les infrastructures suffisantes pour accueillir la CHAN. Nous avons, elle va se tenir sur trois villes et sur 4 stades, il me semble. Les stades sont prêts. Je pense que pour certaines villes, il y a des problèmes d'accès, notamment à Douala ici, parce qu'il y a le tronçon qui va aller à Bipandam du Sport, il y a celui qui va également aller à Japoma, il y a des tronçons qui sont en cours de... J'espère que d'ici février prochain, nous aurions déjà ces accès. Janvier, nous aurions ces accès-là. Mais la crainte des Camerounais, ce n'est pas tant au niveau des infrastructures, parce que on a vu la beauté des stades, tout est prêt, mais c'est maintenant au niveau même de l'organisation. Comment on va gérer les questions sécuritaires? Comment on va gérer les questions sanitaires? On est dans la pandémie aujourd'hui. Comment on va gérer les questions de distanciation, ainsi de suite? Parce que si on ne gère pas ça bien, on perdra de l'argent. Parce que le but également, c'est de s'amuser au travers du football, mais également de faire bouger l'économie. Donc c'est ça un peu les préoccupations des Camerounais aujourd'hui. Maître Félix Bébé Djangé, je voudrais vous remercier. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. De vous être arrêté ce dimanche pour commenter avec nous, et ce pour le plaisir de nos téléspectateurs, l'actualité telle que perçue par la rédaction de STV cette semaine. C'était Face à l'actu. Merci à vous à la maison d'être resté regardé. Vous pouvez regarder également cette émission en replay dès demain, qui va être mise sur notre page YouTube. Dimanche prochain, notre rendez-vous, mais en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, un bon début de semaine dès ce lundi. Bonsoir et à dimanche.